Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur LN24 pour cette émission qui nous tient très très à cœur. C'est une collaboration avec l'association Carta Academica et le quotidien Le Soir, une collaboration hautement importante parce qu'elle veille à honorer des académiques qui au quotidien travaillent, étudient, enquêtent, théorisent aussi sur des thèmes très très importants, on le verra tout au long de cette émission. Ce sont des académiques qui luttent pour la paix puisque cette année le thème n'est autre que la résolution de conflits. Alors on partira un petit peu partout dans le monde, c'est important, on ira en Chine, au Guatemala, au Canada, en Israël, en Ukraine. Et le thème, on vous l'a dit, c'est la résolution de conflits ou alors parfois même les conflits insolubles. Je n'en dis pas trop puisqu'on va laisser nos invités évoquer cette cérémonie des académiques honoris causa. Et nous sommes déjà en présence des membres de Carta, déjà, et c'est peu dire. Bonjour Vincent Engel. Bonjour. Comment vous allez ? Très très bien. Chaque année, on remet le couvert et on est très très heureux de collaborer avec vous. Christophe Verty à vos côtés pour Le Soir. Bonsoir à vous. Vous allez bien aussi ? Très bien, merci. Je le disais, une émission importante, une collaboration importante. On a un quotidien de presse écrite, on a une association d'académiques et un média d'information en continu. Pourquoi c'était important pour vous de collaborer avec Carta Academica et on va entendre dans un instant ce que représentent ces académiques honoris causa. Pour plusieurs raisons. D'abord, on a un partenariat avec Carta Academica depuis longtemps. Donc, tous les samedis dans le journal, il y a les académiques de Belgique qui peuvent s'exprimer à travers des chroniques, des cartes blanches, et c'est important. Et puis, quand Vincent et Olivier Servet m'ont proposé ce partenariat, j'ai dit oui tout de suite parce que je pense que d'abord, mettre en évidence des académiques qui ont fait quelque chose d'important dans le monde et qui parfois sont emprisonnés, sont empêchés de le faire. C'est aussi une manière de se souvenir et de remettre ces dossiers, on le verra tout à l'heure, sur le devant de la scène, parce que c'est difficile pour un journal de faire tous les jours une page sur tout ça. Donc, sache que c'est très important. Et puis, parce que je pense qu'en Belgique, il manque de débat d'idées et il manque de place pour les académiques. Et donc, je pense que c'est important. Les académiques, comment les décrire, Vincent Engel ? Quand vous nous avez proposé ce partenariat, cette collaboration, on se disait « Mais qu'entend-on par les académiques ? Pourquoi tout d'un coup souhaiter les mettre en valeur ?» Mais vous savez que les académiques ont 3 missions. Il y a l'enseignement, la recherche et puis la 3e mission qui est le service à la société. Alors pour beaucoup, c'est souvent le service à la société qui les emploie, donc l'université et les responsabilités qu'on doit assumer à l'intérieur de ces sociétés-là. Mais c'est aussi évidemment la société au sens plus large, dans laquelle nous vivons. Et alors, ça peut être évidemment dans le champ particulier de nos spécialités, mais ça peut être aussi dans des domaines qui ne touchent pas directement à nos spécialités. C'était vraiment le fondement de la création de Carta Academica, c'était d'encourager des académiques à s'exprimer dans des débats de société, mais pas spécialement dans le strict champ de leur spécialité. Et rappeler aussi que effectivement, les académiques ne sont pas que derrière leur bureau Exactement. À théoriser sur des thèmes qui ne nous intéressent pas toujours. Voilà. Non, c'est vraiment des thèmes d'actualité et qui contribuent parfois à résoudre même des conflits parmi les plus importants de notre histoire contemporaine. C'est le thème de cette année, la résolution de conflits. Bonjour Amaury Dohou. Bonjour. Membre de Carta Academica également. Un mot sur ce thème. L'année dernière, on évoquait la liberté d'expression et ces académiques qui se mettaient carrément en danger, qui pour certains ont été emprisonnés à vie pour défendre cette liberté d'expression. Et aujourd'hui, résolution de conflits. Oui, donc on est toujours avec des académiques qui se mettent en danger. Donc on est parti un peu d'un constat assez triste que malheureusement notre monde est encore fortement informé par des conflits et des conséquences de conflits. Et donc on s'est dit que c'était vraiment un thème qui sortait justement l'académique de sa tour d'ivoire, de sa zone de confort. Je pense qu'il y a peu de thèmes peut-être qui sortent un académique plus de sa tour d'ivoire que le conflit. Et donc on a voulu honorer d'une part des académiques qui en tant que personnes s'engagent dans un conflit qui les concerne directement parce qu'ils appartiennent à la communauté impliquée, ou bien qui s'engagent au nom d'une humanité qu'ils partagent avec tous les hommes. Et nous avons aussi voulu honorer des académiques qui, par leurs travaux, offrent justement une méthodologie, des outils qui permettent de penser et de résoudre les conflits en général. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette année, on a aussi des collectifs. Je crois que c'était le cas déjà l'année dernière. Oui. On aura un collectif, on ne va pas spoiler tout de suite, mais c'est important aussi de rappeler qu'il y a des personnalités, mais il y a aussi vraiment une solidarité autour d'un même thème, parfois le climat par exemple. Voilà. À vos côtés, Yves Moreau,
le petit dernier des membres de Carta pour ce studio. Merci pour votre présence. On va vous interpeller dans un instant sur le premier thème qui concernera les Ouïghours. À travers toute l'émission et à travers ces 7 lauréats, on va redécouvrir des conflits que l'on pense connaître. Quand on parle des Ouïghours, quand on parle du conflit israélo-palestinien, quand on évoque le climat, quand on parle des populations indigènes, autochtones, on a l'impression de connaître ces conflits. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aujourd'hui par rapport à ces personnes qui, justement, remettent en lumière parfois des éléments qui nous manquent? Alors, je trouve que dans les conflits, en général, il y a souvent une tension et un combat entre les idées. Et je trouve, en tout cas, dans le lauréat que moi j'ai suivi, il y a cet aspect très particulier de l'utilisation d'une méthode académique, c'est-à-dire de percevoir le conflit dans la réalité, d'avoir 2 parties qui s'opposent dans leurs idées et de vouloir en fait établir autant que possible des faits et construire des narratifs qui sont complexes, pas simples, qui disent voilà, le monde il est blanc ou le monde il est noir, de prendre ces réalités complexes et de pouvoir la communiquer aux autres pour essayer de faire avancer les choses. Parce que si on est toujours dans cette dichotomie de moi j'ai raison, vous avez tort, on ne peut pas avancer. Et je trouve que la capacité des académiques à essayer de formuler la complexité du problème est peut-être une route, elle est fort sinueuse, mais une route qui pourrait permettre d'avancer dans le conflit plus facilement que l'opposition pure. Et il en faut de la motivation parfois et de la passion aussi pour défendre une cause, puisqu'on le sait, beaucoup de conflits restent irrésolus. Une figure du droit international, du droit belge aussi, est avec nous en invité d'honneur. Bonjour Françoise Tulkens. Bonsoir, bonjour. Oui, on peut dire bonjour, on peut tout dire. Vous allez bien? Mais très bien. On est très heureux, très honorés de vous avoir pour 2 heures d'émission et on aura droit à vos commentaires, votre analyse, parfois votre regard aussi. Vu votre expérience, il sera extrêmement pertinent systématiquement. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème, la résolution de conflits par les académiques? Pour moi, c'est un thème absolument magnifique. C'est pour ça que je me suis engagée dans cet après-midi. Parce que, vous l'avez évoqué, Vincent Engel, le travail des académiques, des hommes et des femmes, c'est effectivement à l'université, lorsqu'on a choisi ce métier, je l'avais choisi dans le temps, avant d'arriver à la Cour, avant d'être juge à la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, notre rôle, c'est l'enseignement, la recherche, le service à la société. Et donc, ce qui, pour moi, m'a toujours frappé, encore maintenant, c'est le fossé entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Il y a là une espèce de fossé qu'il faut absolument creuser. Alors ça, je trouve, enfin, pas creuser, au contraire, il faut juste le contraire qu'il faudrait atténuer. Et donc, c'est pour moi important. Donc, je lis avec beaucoup d'intérêt toutes les cartes que vous faites dans le soir, justement. Je ne dis pas que je lis le soir pour ça, mais un peu quand même. Et donc, ça, je trouve vraiment passionnant de voir dans ce monde universitaire, voilà, que j'ai connu, bien sûr, où parfois on aime bien d'être dans le courant dominant, et bien ici, vous êtes en dehors du courant dominant. C'est ça qui est vraiment passionnant. C'est ça qui est passionnant dans Carta Academica. Et puis alors maintenant, académique doctoris causa. J'aime bien cette idée, bien oui, pour la bonne cause, voilà. On sera docteur pour la bonne cause. Et alors la question des conflits, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est le rôle du juge, la gestion des conflits. Et je suis bien d'accord avec vous. Avant le conflit, il y a toute une série d'autres choses. Avant d'arriver au conflit, et j'en parlerai tout à l'heure, les conflits entre droits fondamentaux, mais ça existe tout le temps. Est-ce qu'il faut respecter la liberté d'expression ou le droit à la vie privée? Eh bien, ce sont des conflits à ce niveau-là, maintenant des conflits politiques, dans lesquels, évidemment, on se demande aujourd'hui, et par rapport à ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce que le droit et le droit international peuvent faire? Et parfois, on le verra, malgré un jugement, précisément, on voit que certains pays agissent toujours en toute impunité. C'est l'une des questions que l'on se posera aussi. Comment résoudre un conflit à la fois international, un conflit national aussi, à travers 7 lauréats, je le rappelle. Et sans plus attendre, partons à la découverte de notre premier lauréat du jour. Nous partons pour cela en Chine. Un homme, un économiste chinois issu de la communauté ouïghour, Ilham Tohti. Il est honoré pour son engagement dans la défense des Ouïghours en Chine. Et pour évoquer Ilham Tohti, nous avons toujours Françoise Tulkens avec nous, Yves Moreau, spécialiste notamment de la surveillance de masse. J'ai appris énormément de choses en discutant avec vous, c'était passionnant. 2 invités, Christophe Berti que l'on a déjà présenté, et Vanessa Franqueville, vous êtes avec nous ce matin. J'ai trop l'habitude du matin. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Alors, on vous a invité aujourd'hui parce qu'en réalité, vous connaissez Ilham Tohti, vous avez entendu parler de lui énormément
étonnamment, pour avoir à la fois étudié la communauté ouïghour. On demandera à Yves Moreau de nous présenter Ilham Tohti dans un petit instant, mais juste d'abord, le combat aujourd'hui pour plus d'égalité envers cette communauté, est-ce qu'il est toujours aussi pressant aujourd'hui ? Il est plus pressant que jamais et il est même extrêmement urgent. Aujourd'hui, le cas d'Ilham Tohti est un cas parmi tant d'autres. On a relevé l'année dernière quelques 435 intellectuels, dont des académiques, qui sont aujourd'hui dans des camps, dans des usines de travaux forcés ou tout simplement disparus, pour une partie d'entre eux condamnés à la prison, 15 ans, 17 ans, 20 ans, parfois condamnés à mort. Donc oui, le combat est important, il doit continuer d'être mené. Cet homme, Ilham Tohti, est incarcéré depuis 2014. Depuis 2017, sa famille n'a plus aucune nouvelle de lui. Paul Lonsin a pu l'interviewer, pas lui évidemment, sa fille qui annonce qu'effectivement c'est silence radio depuis 2017. In fact, I do not know where my father is now. As I mentioned, since 2017, no one had visited my father. We do not know if he has been transferred from Urumqi number 1 prison to another prison, or to a camp, or to another city, or if he's alive. We do not know that. How do we manage the situation? We can't manage it. Who can? You know, when the people you are against is a government, it's one of the most powerful government around the world. We're not managing it. We're just trying to live. Et voilà un exemple où on a le sentiment que la justice internationale ne peut pas faire grand-chose malgré les jugements, les condamnations à répétition. Et on a encore appris cette semaine que 50 États devant l'ONU ont réclamé la libération des prisonniers sur ce territoire ouïghour. Yves Moreau, d'abord un mot sur Ilham Tohti. Ce qui m'a vraiment frappé avec ce lauréat, c'est qu'il n'a rien fait, mais même pas un message d'appel à la manifestation, même pas un message d'appel à la mobilisation. Il a exprimé sa crainte sur un site internet. Oui, donc c'est un académique extrêmement modéré, extrêmement pondéré, donc qui a essayé de réfléchir le rapport entre les groupes ethniques en Chine, en particulier les Ouïghours, puisque c'est son ethnie. Et donc il part d'un principe qui est en fait inscrit dans la constitution chinoise, qui est que l'État chinois est un État multiethnique, qui confère des droits et une autonomie particulière aux différents groupes ethniques. Donc il y a en fait, pour nous, la Chine, c'est la Chine Han, mais en fait il y a 55 autres ethnies qui représentent à peu près 10% de la population. Et ces ethnies ont chacune dans leur région ou dans leur préfecture une certaine forme d'autonomie qui est inscrite dans la Constitution, mais qui n'est pas en pratique traduite dans la loi. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, il peut y avoir à certains endroits des disparités économiques, une oppression culturelle très forte. C'est ce qu'il a mis en évidence au Xinjiang, qui est une région stratégique de première importance pour la Chine, des ressources naturelles, des ressources agricoles, une position géostratégique essentielle, en particulier sur le trajet des routes de la soie, les chemins de fer qui viennent jusqu'en Europe pour transporter les marchandises chinoises. Et donc, il a mis en évidence des disparités, des tensions. Il a aussi mis toujours en tant qu'académique, donc vraiment de façon très pondérée, très modérée. D'une position d'intellectuel académique. Et donc, il a mis ces difficultés en évidence. Il n'a pas hésité à condamner, par exemple, une certaine forme de séparatisme, de radicalisme islamique. J'ai encore relu un de ses textes hier, et c'est d'une pondération absolument incroyable. Donc, il a une identité qui est à la fois double, donc chinoise et ouïghour, et il cherche à réconcilier ces identités. Et donc, quand on lit ce qu'il écrit, quand on lit même ce qu'il a écrit le jour de sa condamnation, on est surpris par la pondération, alors qu'il fait face à des injustices énormes. Donc on sent qu'on essaye d'identifier les personnalités qui posent problème, même quand il n'y a vraiment pas grand-chose. Ici, il avait été arrêté, je le lis, en 2009 pour avoir critiqué le gouvernement chinois. Bon, là, on se demande un peu ce qu'on met dans critique, puisque le gouvernement n'est jamais très, disons, précis dans les raisons pour lesquelles il décide d'incarcérer. Et puis une nouvelle fois en 2014, et là, c'est la prison à vie. Vanessa Vrancqueville, vous qui avez aussi entendu parler d'Ilham Tohti quand vous y étiez à Pékin, dans cette université où il a enseigné. Qu'est-ce que vous entendiez ? Que disait-on d'Ilham Tohti ?
Donc quand je l'ai connu pour la première fois en 2002-2003, quand je faisais encore mes études, c'était quelqu'un d'extrêmement populaire. Donc moi, je suivais des cours de Ouïghours avec des Ouïghours et c'est la personnalité qui ressortait, qu'on me conseillait toujours d'aller voir ou de ne pas aller voir. Donc il y a des étudiants qui avaient un peu peur de lui parce qu'il était justement très ouvert à des discussions qui leur semblaient trop sensibles. Et puis il y avait des étudiants qui l'adoraient. Et il avait donc ce petit appartement sur le campus, comme tous les professeurs de l'université, qui était fréquenté quasiment quotidiennement, même quand il était interdit d'enseigner, interdit de publier, et qu'il était considéré comme radioactif au sens où il pouvait apporter des problèmes aux étudiants qui le fréquentaient trop. Quand on entend le gouvernement chinois et les arguments, par exemple, à son incarcération, ça va être, c'est quelqu'un qui dérange. On l'a justement condamné aussi pour séparatisme, ce qui est assez paradoxal. Ça veut dire quoi, que le gouvernement chinois assume aujourd'hui qu'on ne peut pas débattre de la question des Ouïghours ? Absolument. Ilham Tohti, il a passé 16 ans de sa vie dans sa région natale et tout le reste en dehors. Et à Pékin notamment. C'est quelqu'un qui parle parfaitement chinois, qui est dans le système, complètement dans le système. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas discuter de ces questions, y compris dans le système, y compris dans une université, et y compris quand on est peut-être encore plus instruit des politiques chinoises que des politiques locales finalement. Donc c'est dramatique, c'était un cas tout à fait emblématique qui nous disait ce qui allait devenir une escalade absolument vertigineuse dans les années qui ont suivi. On va entendre Françoise Tulkens et Christophe Berti, notamment sur cette dernière actualité qui est vraiment tombée maintenant en milieu de semaine. 50 États qui dénoncent à l'ONU les violences des droits humains dans le Xinjiang. C'est une actualité en filigrane. Je veux dire, depuis 2009, j'ai le sentiment que ça revient tous les 2-3 mois et on en apprend de plus en plus. Comment fait-on quand on est rédacteur en chef pour que ces actualités ne deviennent pas justement une toile de fond et pour continuer de les explorer ? En fait, des partenariats comme celui-ci, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de le faire. Évidemment, on ne peut pas, dans le Soir ou ailleurs, transformer notre journal d'actualité tous les jours ou votre séquence d'infos tous les jours sur ces sujets. Mais je pense que c'est extrêmement important de ne pas les oublier. Alors, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a eu le prix Sakharov, notamment. Le Parlement belge aussi a fait son travail. Il y a eu un débat, d'abord, un premier débat qui a été empêché de manière technique. Je ne ferai pas de commentaires sur le fait que peut-être le service informatique du Parlement a été hacké, soit. Mais en tout cas, même en Belgique, il y a eu ce débat au Parlement. Et il y a eu une motion aussi, plusieurs pays dans le monde l'ont faite, qui était pas totalement unanime, puisque le PTB en Belgique s'est abstenu à ce propos. Je pense que c'est important de le dire aussi. Mais donc, on participe à des éléments comme ça. Et puis, il y a différentes manières journalistiques de le traiter. Quand je vois la manière humaine, vous avez eu l'occasion de joindre sa fille, quand même, rien qu'au niveau humain, au-delà de l'aspect politique ou de l'aspect géostratégique, cette fille qui n'a pas de nouvelles de son père depuis des années, c'est quand même absolument horrible. Et les sinologues disent que c'est une stratégie véritablement chinoise, faire comme s'il n'existait pas. J'y arriverai, fait partie évidemment de cette technique-là. Et aussi, il faut le dire aussi, la pression que met la Chine aussi à l'international, aussi sur des journaux. Quand nous publions une carte blanche ou une chronique de Madame Granville à côté de moi qui n'est pas... moi je suis journaliste, elle est spécialiste, elle a dédié sa vie à ça. Mais on reçoit du courrier de l'ambassade de Chine, évidemment. Alors je parle pour le Soir, mais on en a déjà discuté avec Florian Deméus, qui est aussi rédacteur en chef de la Libre. C'est la même chose, donc on n'est pas les seuls évidemment là-dedans. Et donc on ne parle pas de liberté d'expression, c'était l'élément de l'année passée, mais moi je pense quand même que c'est aussi lié à ça. La liberté d'expression des académiques, elle rejoint la liberté d'expression des journalistes et on doit se battre pour ça. En Belgique, on est encore un pays de cocagne où on peut faire notre métier sérieusement. On voit qu'on a reculé dans le classement de la liberté d'expression des Reporters sans frontières en 2022, mais ce n'est pas acquis à vie. On doit être très très attentif à garder ça. Et c'est précisément cette liberté d'expression qui permet aussi d'intervenir dans la résolution de conflits. La grande question que l'on se posera et que l'on posera à Françoise Tulkens, comment faire pour que le droit international intervienne précisément quand l'on vit ceci. Vous voyez ce reportage, il est signé Paul Lonsin. Des images captées par un drone en 2019. Des prisonniers ouïghours attachés, les yeux bandés à côté d'un train. Preuve, parmi d'autres, de la répression subie par cette minorité turcophone musulmane chinoise, un peuple de 12 millions de personnes vivant dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.
Alors cette région était historiquement essentiellement peuplée de populations musulmanes, principalement les Ouïghours, mais aussi des Kazakhs. Mais la Chine a progressivement amené des populations chinoises d'origine Han pour siniser cette région qu'elle trouvait stratégique. Commence alors une répression terrible et systématique des Ouïghours, notamment par l'intermédiaire de camps de rééducation où, selon des estimations d'organisations humanitaires, plus d'1,2 million de Ouïghours seraient enfermés. Cette ancienne directrice d'école maternelle est une rescapée de ces camps. Elle raconte son enfer. En réalité, ça consiste en un lavage de cerveau, en la négation de notre identité. Le but de cet endoctrinement, c'est de cacher la réalité du monde et faire en sorte que les prisonniers ne voient que le Parti communiste chinois, qu'ils deviennent comme des robots. Pékin est aussi accusé de viol collectif, de stérilisation de masse, de travail forcé dans les champs de coton et de vouloir éradiquer la culture ouïghour. On a des indices aussi, photosatellites, témoignages de mosquées qui ont été détruites, de gens qui ne peuvent plus pratiquer aussi régulièrement qu'ils le voudraient, sinon c'est mal vu socialement, donc il y a toute une pression sociale pour que cette identité religieuse disparaisse progressivement parce qu'elle est considérée comme menaçante. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont condamné un génocide. Le Parlement belge a lui dénoncé un risque sérieux de génocide. Un récent rapport de l'ONU parle lui de crimes contre l'humanité, des accusations balayées par la Chine qui dénonce des discours diffamatoires. Les Ouïghours, ce peuple musulman et turcophone du Xinjiang, région autonome du nord-ouest de la Chine, toujours opprimé, toujours discriminé. Quand on voit tout cela, François Stulkens, quand on parle d'un génocide culturel, et il faut le dire, plusieurs pays comme la France, les États-Unis, le Canada assument aujourd'hui et reconnaissent qu'on doit parler véritablement d'un génocide culturel. Quand on voit ces politiques répressives, quand on voit ces camps de travail, quand on entend des témoignages de viol, on parle même de témoignages concernant les dispositifs de contraception, enfin, on voit toute une série de choses, mais que fait le droit international et que peut faire le droit international ? Bien, pour répondre à ça, je voudrais quand même rappeler deux choses. Il est quand même tout à fait significatif que dans une telle situation, l'information est verrouillée. Ça, c'est absolument typique de ces situations. L'information est verrouillée et c'est pour ça que la situation des journalistes, qui sont comme aussi des intellectuels, certains sont aussi des académiques, la situation des journalistes et les dangers qu'ils prennent à ces égards-là est évident. Ça, c'est un premier pour moi. Second point, vous l'avez bien évoqué, c'est celui qu'on vient d'honorer aujourd'hui. Effectivement, c'était quelqu'un de modéré, mais c'était un intellectuel. C'était quelqu'un. Et donc ça, c'est inadmissible dans les régimes dictatoriaux. Appelons-le comme ça. C'est inadmissible parce que, évidemment, c'est toujours les premières cibles. C'est toujours les premières cibles. C'est là que l'on supprime. C'est évident. Et c'est pour ça que c'est dramatique pour moi, quelqu'un qui est modéré et qui pourrait réconcilier, justement. Parce qu'on parle de conflits. Mais les conflits, c'est pas toujours trancher dans le vif, c'est aussi réconcilier. Eh bien, ça, des gens comme ça, des régimes totalitaires, n'en veulent pas. Alors que peut faire le droit international ? Seul, évidemment, rien. Alors, on a bien vu, vous l'avez dit, maintenant, il y a 50 États qui sont... Alors continuons à dénoncer. Il faut le faire, il faut continuer à le faire. On continue de commercer avec la Chine, on continue d'accueillir. Excusez-moi, ça c'est évident. Partenariats. Allons chez Uniqlo, ce n'est que ça. Hein. Ça c'est évident. Enfin, je parle aucun magasin, pardon. Mais enfin, c'est évident. Mais il faut quand même continuer à dénoncer. Et moi, je pense quand même qu'à un moment donné, il faudra aussi agir par la voie judiciaire. La voie diplomatique, on la connaît. La voie du droit international, il faut l'utiliser, bien entendu. Parce la voie judiciaire, c'est quoi ? C'est mettre le gouvernement chinois devant un tribunal ? À un moment donné, oui, effectivement. Effectivement, il faut commencer. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est non seulement des violations flagrantes des droits humains, les plus élémentaires, mais les plus élémentaires. Vous allez parler tout à l'heure le génocide, parce que vous hésitiez un peu sur la qualification. Mais les stérilisations forcées, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement empêcher que cette population se reproduise. Alors ça, c'est des violations flagrantes des droits humains, mais vraiment les plus basiques de ces basiques. Le droit à la vie, l'interdit de la torture, la vie privée et familiale. Et bien, à un moment donné, il faut faire les choses en même temps. Bien sûr que la voie diplomatique est insuffisante, on la connaît. La voie juridique, elle pourra amener des choses, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi ajouter la voie judiciaire et veiller à ce que par là, quelque chose puisse... On doit conforter cette dénonciation, mais l'indignation doit continuer à se faire. C'est pour ça que je suis très contente que vous l'avez choisi aujourd'hui comme doctoris, comme docteur académique honoris causa. S'il y a bien une cause qui nous préoccupe, c'est celle-là. Donc, bien entendu, alors je peux être de ceux ou de celles qui disent « oui, le droit international a failli, c'est d'une faillite ». Non, il a des limites, bien entendu qu'il a des limites, mais il faut les multiplier. La dénonciation,
Et des gens comme vous, justement, Académica, ce sont des minorités agissantes. Il faut qu'il y ait des minorités agissantes qui interviennent. Et c'est tout ça qui, à un moment donné, rendra la chose impossible. Et vous avez tout à fait raison de dire que ça fait du bien aussi de nommer les personnes qui luttent au quotidien pour plus de paix, en fait, tout simplement, et pour le bien commun. Ilham Tohti, économiste ouïghour chinois incarcéré depuis 2014, une incarcération à vie, mais on n'a plus de nouvelles depuis 2017. C'était le premier lauréat de ces académiques honoris causa. Mais le conflit ouïghour sera-t-il un jour résolu? L'irrésolution des conflits, c'est le thème de ce deuxième chapitre. On se rejoint juste après une très courte pause. Restez avec nous. La remise des académiques honoris causa se poursuit. À tout de suite.